Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de cette première étape de la deuxième semaine, étape numéro 10. On va revenir un petit peu sur le parcours, sur la météo qui pourrait faire des siennes et pourtant nous ne sommes plus dans cette ville pour cette étape. Et puis on regardera un petit peu les favoris et le programme télé. Plusieurs informations. Déjà, j'ai pas fait de débrief au final de l'étape 4 et 5, donc on n'en fera pas. En fait, ça arrivait un peu tard au final. Il aurait fallu que je le fasse dans la foulée, je l'ai pas fait tout de suite, donc on fera pas le débrief de ces deux étapes-là du Giro. Voilà, on va se concentrer désormais sur cette deuxième semaine. Je verrai si je ferai pas un point sur les 4 jours de Dunkerque, mais bon, c'est presque pas prévu. Ou sur d'autres courses qui se sont déroulées la semaine dernière. On fera un point sur le classement UCI certainement aujourd'hui. Donc regardez avant le débrief du chrono, peut-être après le débrief du chrono. Mais voilà, dans l'après-midi, il y aura un débrief du côté des points UCI parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Voilà, du côté de ce classement. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, eh bien, qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote du côté de cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Je remercie bien entendu les gens qui font un super thanks, qui font l'effort également de l'autre côté, de cliquer rapidement sur les notifications. Étape numéro 10. Et oui, on attaque cette deuxième semaine par un contre-la-montre. Et oui, pas par une étape en ligne. Particularité de ce contre-la-montre, en fait, c'est que c'est un contre-la-montre pour spécialistes, vraiment un contre-la-montre assez plat. On aura juste une grosse descente en fait sur le parcours où il faudra faire attention, mais c'est quand même un contre-la-montre plat. C'est un parcours pour spécialistes, on aura notamment des grosses lignes droites au milieu du contre-la-montre. Il faudra faire attention au départ, il faudra faire attention dans le final, mais je dirais qu'entre ces deux portions-là, du côté du contre-la-montre, on sera sur des très très belles lignes droites, donc on ne devrait pas avoir de soucis sur ces portions-là, et on retrouve un parcours pour spécialistes, un temps d'effort, j'ai envie de dire, classique désormais, c'est-à-dire 28 km 600, on sera un peu au-delà de 30 minutes d'effort, mais je dirais que c'est très clairement le type de contre-la-montre que connaissent extrêmement bien les coureurs, donc on ne devrait pas avoir de surprise de ce côté-là. Voilà, c'est le type de contre-la-montre habituel. Et puis, du côté de l'arrivée, la ville de départ déjà est assez jolie. La ville d'arrivée, c'est Pise. Là aussi, c'est un contre-la-montre. Voilà, où sur le départ et sur l'arrivée, on devra avoir des beaux paysages. Pas mal de choses à dire, notamment avec la tour de Pise. Mais il n'y a pas que ça du côté de Pise. Et du côté de Lucca, donc en italien, en français, je ne sais plus comment on prononce la ville, parce que c'est pas c'est pas la même prononciation. Vous savez, c'est comme en Espagne, parfois entre la prononciation espagnole et l'écriture espagnole et l'écriture à la française, il y a des différences. Donc un contre-la-montre pour spécialistes. Et particularité aussi, ça va être intéressant pour les grimpeurs qui n'aiment pas forcément cet exercice, c'est que c'est déjà le dernier contre-la-montre. Eh oui, étape 10, dernier contre-la-montre de la course. Ensuite, on n'aura que des étapes en ligne. Et ça, autant vous dire que pour certains coureurs, c'est très intéressant. La dernière fois qu'on avait été vraiment dans cette situation-là, d'avoir un dernier contre-la-montre assez tôt dans la course, je crois me rappeler que c'était l'année de la victoire de Richard Carapaz, où on avait eu 3 contre-la-montre très tôt, et ensuite, dans la première moitié de course, et ensuite, voilà, ça avait permis à Carapaz de partir de loin. Et puis on verra également comment certains coureurs vont se comporter, parce qu'on a eu des chutes. Roglic, Ayuso, parce que je vous en avais pas parlé lors du débrief de l'étape numéro 9, mais j'ai eu l'info qu'après la mise en ligne de la vidéo, donc qui est tombé également, plus Pidcock. Donc on va voir comment ces coureurs-là ont récupéré de leur chute et d'une étape numéro 9 qui aura été exigeante physiquement.
peut-être que certains coureurs ont du mal à remettre la machine en route. Ça va être un des temps forts de cette deuxième semaine, parce que sinon, pour le reste, on va un peu s'ennuyer sur cette deuxième semaine qui est assez plate. Donc c'est vrai qu'il va y avoir ce contre-la-montre. L'étape du dimanche, ça va pas être encore une fois très spectaculaire. On sera plutôt sur les sprinters. Dénivelé positif de cette journée, 125 mètres. C'est la 20e étape dans ce classement. Donc le contre-la-montre de l'étape en Albanie était avec moins de dénivelé positif, mais il était également plus court, 125 mètres sur 30 km, c'est pas exceptionnel en termes de dénivelé positif. Allez, on regarde tout de suite le parcours de cette étape. Donc, entre Lucca et Pise, 28 km 600, c'est le kilométrage officiel. Que dire sur ce parcours? Que c'est quand même extrêmement plat. 2 points intermédiaires à Pontetto, donc à la sortie de tout ce passage technique du côté de Lucca, au bout de 8 km et demi de course. On sera même bien sorti des passages techniques. Et puis à Acciano, donc après la descente de San Giuliano, qui nous emmène vers San Giuliano Terme. Vous voyez, on vous indique qu'il y a 4 épingles et dont on reparlera aussi. Sinon, pas grand chose d'autre à dire du côté de ce contre-la-montre. On va donc regarder un petit peu plus la technique du côté de ce contre-la-montre. On part donc de Lucca, donc très belle ville de Toscane, pour aller à Pise, donc un contre-la-montre 100% en Toscane. Et vous voyez ce départ assez tortueux. On va contourner, on va tourner dans Lucca, passer un petit peu par l'extérieur, mais sur les 3-4 premiers kilomètres, ici on est dans les 3-4 premiers kilomètres, et bien vous voyez que le départ est assez technique, sur des routes qui ne seront pas très larges. En fait, on est sur des routes qui doivent faire aller 5 mètres de large, en contre-la-montre, j'ai envie de dire, c'est moins un problème, et pas mal de petites courbes, donc là, il y a vraiment beaucoup de temps à aller chercher sur les trajectoires du côté de cette première portion. Parce qu'on peut vraiment réussir à gagner pas mal de temps en prenant de très très bonnes trajectoires. Donc là, il ne faut pas hésiter, je pense à certains coureurs, à prendre des risques dans cette portion. Ensuite, on quitte Lucca, donc en traversant une ligne de chemin de fer. Et ensuite, on arrive très vite sur des belles lignes droites. Déjà là, il n'y a qu'une épingle. Et à partir du premier temps intermédiaire, là on est sur une très grosse ligne droite où on n'aura pas de changement de direction. Donc là on peut mettre du braquet ici, pas de souci, pas de problème. Et puis donc dans cette commune de San Giuliano Terme, vous voyez, donc c'est 4 épingles qu'il faudra faire attention, qu'il faudra prendre, surtout qu'il y aura un petit peu de pente à cet endroit-là du côté de la descente. Auparavant, on aura un virage assez prononcé sur la gauche, virage quasiment à 90 degrés, et avant ce virage à 90 degrés, on passe dans un tunnel. Donc il faudra voir également faire attention du côté de ce virage, parce qu'il est à la sortie du tunnel, donc parfois on peut avoir du mal au niveau luminosité, donc faire attention dans cette portion là. Ensuite on retrouve de nouveau le sprint, le point intermédiaire numéro 2, de nouveau une bonne ligne droite qui va nous emmener quasiment jusqu'à Pise. Et puis là on va voir, mais les 2 derniers kilomètres même, qui sont un petit peu techniques, voilà, autour de Pise, parce qu'on va passer une première fois la petite rivière, le petit fleuve du côté de Pise, avec un virage assez ouvert ici, et puis là un virage à 90, en fait c'est une intersection. On rentre dans les 2 derniers kilomètres, un petit passage sur un pont, voilà, avec 2 virages à 90, puis un dernier virage ici assez prononcé pour quitter le bord de cette rivière, pour aller un peu plus dans le centre de la ville, du côté de la tour de Pise. Je crois que nous arriverons à côté de la tour de Pise. Et là, avec des routes un petit peu plus étroites dans le final. À partir d'ici, il faudra faire attention sur ces 2 derniers kilomètres. Et sinon, pour le reste, ça ira. Donc, comme vous l'avez compris, les 4 premiers kilomètres assez techniques où on peut gagner du temps sur les trajectoires.
cette enfilade d'épingles qui est entre 12 et 11 km de l'arrivée. Et puis ensuite, eh bien, à partir de 2,5 km, c'est un petit peu plus technique également pour le final. Donc voilà, ces portions où on peut gagner du temps sur les trajectoires. Sinon, c'est vraiment bourrinage, 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 bourrinage au niveau des pédales. La météo du côté de cette journée. Eh bien, la météo va faire des siennes. Voilà. Et pourtant, on a quitté la Piazza del Campo. Pourquoi? Parce que le temps va pas être exceptionnel. On va avoir de la pluie. Pour l'instant, c'est pas totalement à quelle heure. Donc, on va avoir de la pluie, ce qui va avantager les coureurs qui partent tôt. Et heureusement donc que c'était pas un prologue où on peut choisir ses ordres de départ. C'est-à-dire que les premiers coureurs auront un temps sec. Ça va forcément favoriser les meilleurs coureurs, les spécialistes du chrono qui sont pas forcément bons en bosse. Même si eux ils auront un désavantage, c'est pas la pluie, c'est le vent. Il y aura un petit peu de vent entre 15-20 km/h, donc qui pourrait avoir un impact pour ces coureurs-là. Mais ensuite, vers 15h30, pour le moment c'est aux alentours de 15h30, la pluie va commencer à tomber, une pluie assez forte, donc qui va mouiller la route. Donc normalement à partir de 15h45, 16h, donc pour gérer les 30-40 derniers coureurs, là on devrait être sur une route complètement humide. Par contre le vent, lui, ne sera plus important, le vent aura diminué, ça sera vraiment une toute petite brise, mais on aura de la pluie, donc des routes humides. L'avantage, c'est qu'en gros la pluie va pas commencer à tomber à 16h40 et impacter seulement les 10 derniers coureurs. Non, la pluie va commencer certainement, tout le top 20, tout le top 30, on peut même dire, sera impacté par la pluie. Par contre, pour la victoire d'étape, bah forcément, ça va jouer un petit peu parce que les coureurs qui partent tôt pourront faire un bon classement. Du côté de cette étape, on peut penser au Tarling, au Affini, notamment. On regarde tout de suite l'histoire de ce Tour d'Italie. Eh bien, l'histoire de ce Tour d'Italie, c'est assez simple. Ce contre-la-montre reprend en fait le parcours en grande majorité d'un contre-la-montre qui avait eu lieu en 1977. C'était l'étape numéro 9 à l'époque. On repartait de Lucca pour aller à Pise. La différence, c'est que le contre-la-montre était légèrement plus court. Il faisait 25 km, mais on devrait être sur les mêmes temps d'effort au final à l'arrivée. Autre particularité, il avait été remporté par un Norvégien qui s'était imposé ce jour-là. C'était Knut Knudsen, coureur, le premier Norvégien à avoir remporté des étapes sur les grands tours. Knut Knudsen, premier grand Norvégien. C'est vrai que je vous en avais parlé il y a quelques années parce qu'il avait été bon sur un Giro déjà. Je crois qu'on en avait déjà parlé à l'époque. Mais j'avais dit, pour moi, je croyais que le premier Norvégien performant, c'était Torusoft. Et que je m'étais aperçu donc, avec Knut Knudsen, qui était donc un très bon coureur, 6 fois vainqueur d'étape sur le Giro, notamment en 81 lors de sa dernière année chez les professionnels. Vainqueur également de Tirreno Adriatico, porteur du maillot rose sur le Giro pendant une journée. Et puis c'était un vrai spécialiste du contre-la-montre, peut-être même le meilleur spécialiste du contre-la-montre de cette deuxième partie des années 70, début des années 80. Et cette année-là, en 77, donc Knut Knudsen avait battu Moser, qui était le spécialiste des chronos un petit peu après. Moser, fin des années 70, début des années 80. Battre Moser, déjà à l'époque, il fallait le faire. Et Jørgen Markusson, là aussi un coureur très intéressant, Jørgen Markusson, qui remportera un contre-la-montre à Pise, mais en 1980. Et là, on peut le dire, c'était un très bon coureur danois, Jørgen Markusson, vainqueur donc d'une étape sur le Tour d'Italie, 2 fois deuxième sur des étapes de championnat du monde, 3e des championnats du monde en 1978. Et là, c'est un coureur qui aura une carrière assez longue dans les années 70, quasiment jusqu'au tout début des années 90, fin de carrière en 1989. Voilà pour ce coureur, donc Jørgen Markusson. Et ce jour-là, il battait un certain Bernard Hinault, et Knut Knudsen
prenait la troisième place devant Torelli. Et du côté de ce Tour d'Italie 1977, le 1980 on en a déjà parlé avec la victoire de Bernard Hinault, notamment du côté de l'étape du Stelvio, mais le Tour d'Italie 1977, il a été remporté par un Belge, Michel Pollentier, ce qui a été pendant très longtemps la dernière victoire sur un grand tour d'un Belge, avant, je crois, Remco Evenepoel, du côté de Michel Pollentier. Et en plus, bon, Michel Pollentier, l'année d'après, se fera prendre par la patrouille sur le Tour de France 78, disqualifié, ça doit peut-être même être l'un des premiers disqualifiés sur les grands tours pour dopage. Alors en fait, pour dopage, pas totalement, mais pour s'être soustrait à un contrôle antidopage. Tout simplement, il a essayé de tricher un contrôle antidopage. Il avait une pipette avec de l'urine, mais de l'urine propre. On peut même se demander si c'était sa propre urine, parce qu'à l'époque, on le faisait beaucoup. Et en fait, le contrôleur s'en est aperçu que c'était pas l'urine du moment, c'était pas l'urine d'après la course, donc forcément, il a été considéré comme dopé. Et c'est dommage, parce que ce jour-là, il a été à deux doigts de prendre le maillot jaune, mais il ne l'a jamais porté au final sur le Tour de France. Par contre, il a remporté donc ce Tour d'Italie 77, ce qui était un peu une victoire légèrement à surprise générale, mais on était dans une période assez particulière, c'est-à-dire que c'était la fin de la génération Merckx, Ocaña notamment aussi, et le début de la génération des Bernard Hinault notamment, et il y a assez peu de coureurs qui ont fait la transition entre ces deux générations. Il y a Bernard Thévenet du côté de la France, il y a un peu Van Impe, mais Van Impe c'est quand même plus face à Bernard Hinault que face à Merckx. Et Zotemelk, qui est passé de l'un à l'autre, mais c'est vrai qu'on avait la génération Poulidor, Merckx, tout ça qui prenait sa retraite, et on arrivait sur une nouvelle génération et qui était encore un petit peu tendre à ce moment-là. Donc on avait cette génération aussi avec Michel Pollentier, qui a arrêté assez jeune, à 33 ans, hein, Michel Pollentier, du côté des coureurs cyclistes. On va regarder le coureur de cette étape. Alors il y en a deux. On aurait pu parler de Cipollini, mais on en a déjà parlé l'an dernier de Cipollini, qui est né du côté de Lucca. On va plutôt parler de Michele Bartoli. Michele Bartoli, coureur italien des années 90 et de la première moitié des années 2000, né à Pise. Et Michele Bartoli, c'est monsieur Ardennaise, et c'est l'un des rares, même un peu à la Dylan Teuns, qui arrivait à être performant à la fois sur les Ardennaises et à la fois sur les Flandriennes, ou Pogacar désormais aujourd'hui, parce que Michele Bartoli, il a remporté 2 Liège-Bastogne-Liège, en battant notamment Laurent Jalabert, 2 Tours de Lombardie également de remporter, mais à une autre période de sa carrière. C'est-à-dire qu'il a eu des périodes, voilà, de domination sur certaines courses, et puis il a gagné également un Tour des Flandres, coureur avec un très gros palmarès, hein. Bon, déjà parce qu'il est passé à la Mapei, passé aussi à la Fassa Bortolo, avec un peu moins de réussite à la Fassa Bortolo, passé également à la Mercatone Uno du côté de Michele Bartoli. Alors autant sur les grands tours, pas un gros palmarès, mais sur les classiques, oui, dur à battre. Voilà, hein, très clairement, très très dur à battre. Michele Bartoli, il a même eu des résultats dans sa dernière année chez les pros, ce qui n'est pas toujours évident, et notamment il avait pris la 7e place d'un Tour de Grande-Bretagne, voilà, en 2004. Et puis il a remporté le Tour de Lombardie, c'est sa dernière grosse victoire même, hein, sa dernière victoire même, je crois, le Tour de Lombardie, 52e victoire chez les pros à ce moment-là. Et puis pas mal de belles victoires, hein, du côté de ce coureur. Non, il avait remporté le contre-la-montre par équipe également du Mont-Faron en 2004 avec la CSC. Mais il était même pas, ouais, il était pas avec les meilleures équipes avec les meilleurs coureurs de l'équipe à ce moment-là. Il avait le rôle d'équipier, voilà, sur ce Tour méditerranéen. Mais voilà, très bon coureur qui a remporté également la Coupe du Monde UCI, qui était l'ancêtre du classement UCI et du Pro Tour.
Voilà, vainqueur également du Grand Prix Ouest-France, 2 fois le Giro dell'Emilia, par exemple, dans son palmarès, mais pas forcément beaucoup de résultats sur les grands tours. 2 victoires d'étape sur le Giro, meilleur classement 9e d'une Vuelta en 95, mais les grands tours, c'était pas sa spécialité. Voilà, il a souvent abandonné sur les grands tours dans sa carrière. On regarde tout de suite la stratégie. Chrono d'une trentaine de minutes. Moi, je parie sur un 30 minutes et 50 secondes, ce qui nous ferait un 54,5 de moyenne. Ce qui est une belle moyenne, hein. Mais je pense qu'on aura une moyenne plus élevée que sur le premier contre-la-montre. Parce que je me dis que pour les coureurs et les premiers coureurs, je pense qu'on aura des conditions pas loin d'être parfaites. Il fait pas trop chaud, il n'y a pas trop de vent non plus. C'est des conditions qui sont plutôt bonnes, un parcours qui sur quand même une grande partie est quand même très roulant. Donc c'est vraiment un parcours pour spécialistes. Il faut pas trop en fait il faut réussir à pas se faire peur sur la première partie parce que ça peut coûter très cher au niveau cardiaque et ensuite être lucide dans les derniers virages parce qu'il y a du temps à gagner dans les passages notamment sur le pont, donc il faudra essayer d'être le plus lucide possible, prendre des très grosses trajectoires sur le premier intermédiaire, ça aussi ça sera très important. Mes favoris, Darling, en fait là parmi mes favoris j'ai pris des coureurs qui partaient plutôt assez tôt, c'est-à-dire qui sont au-delà de la 80e place au général. Tout simplement parce que la pluie, je pense, va quand même avoir un impact sur ces, on va dire, 6-7 km de technique sur le parcours. Ça aura un impact, forcément tu perdras du temps à cause de la pluie. Donc j'ai mis Darling qui part assez tôt. Je pense qu'en plus on aura assez peu de différence par rapport à la hiérarchie du premier contre-la-montre que nous avons eu en Albanie. Je mets Jevine. Il faut se rappeler que Jevine avait été tombé la veille du contre-la-montre lors de la première étape. Il faisait partie de la chute avec Landa, avec Corbin Strong. Donc forcément, la performance du lendemain s'en était un petit peu ressentie. Donc là, avec plutôt des conditions où il est dans des conditions idéales, je me dis que ça peut le faire, surtout on misera pas trop sur McNulty qui est tombé quand même assez lourdement lors de l'étape des chemins blancs. Je mets Affini aussi parce que en ce moment j'ai l'impression que du côté de la Visma on a retrouvé des couleurs et surtout la victoire de Wout van Aert a peut-être fait du bien. Je mets pas Wout van Aert, peut-être un peu fatigué quand même de son raid derrière Isaac Del Toro. Et puis je ne mets pas non plus Roglic. Et comme vous l'avez bien compris, je pense que la pluie aura des conséquences. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle quand même pour Roglic, parce qu'on le sait, pas forcément hyper à l'aise sur un vélo de chrono. Enfin, pas forcément hyper à l'aise techniquement sur un vélo. Et là, ça peut être un désavantage. Roscoe, Danoulle, voilà, qui avait fait un bon premier contre-la-montre Danoulle. Là, c'est un registre qui doit beaucoup plus lui convenir. Je mets pas Luc Plapp, j'ai hésité. Mais voilà, je tente Danoulle du côté des coureurs qui part à peu près dans les mêmes eaux que Darling, Vine et Affini. Ils partent un petit peu tous dans les mêmes horaires. Programme télé, premier départ 13h15, mais peut-être un petit peu plus tard vu qu'on a perdu quand même quelques coureurs depuis le départ de la course. Dernier départ 16h43 pour l'arrivée du dernier coureur prévu par les organisateurs à 17h15. Ce qui ferait quand même un temps de 32 minutes. Moi, je prévois un peu plus court. Voilà, du côté de mon pari, 30 minutes 50. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amac Production. Ciao, ciao!